En France, si on en croit le sondage IFOP publié hier, comment empêcher la démocratie des crédules, selon l'expression du sociologue Gérald Bronner, de prospérer et de faire le jeu des populismes? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Une prise d'otage, porte de Vincennes, il y a 3 ans, jour pour jour. Une rédaction décimée. Les attaques terroristes de janvier 2015 ont fait 17 morts. Malgré les faits et les revendications d'organisations islamistes, des Français doutent encore et s'interrogent sur le rôle des services secrets dans ces tueries. C'est ce qui ressort d'un sondage IFOP sur l'adhésion aux théories du complot, avec des résultats surprenants. Pour 9% des personnes interrogées, on nous ment, la Terre est plate. 16% estiment que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Le virus du sida, lui, a été créé en laboratoire. Et les traînées blanches derrière les avions sont composées de produits chimiques répandus délibérément pour des raisons tenues secrètes. Cette défiance, qui touche les plus jeunes, les plus connectés, se nourrit de rumeurs et de fausses informations qui grouillent sur le web. Des fake news mises en ligne pour attirer l'internaute et faire du clic, pour nuire ou pour manipuler l'opinion. Victime lui aussi de rumeurs sur un prétendu compte offshore pendant la campagne, Emmanuel Macron ne cesse de dénoncer la désinformation. Il y a là une stratégie financée, visant à entretenir le doute, à forger des vérités alternatives, à laisser penser que ce que disent les politiques et les médias est toujours plus ou moins mensonger. Le chef de l'État a annoncé un projet de loi pour mieux lutter contre ces intox, surtout en période électorale. Alors faut-il légiférer contre les fake news ou l'arsenal juridique déjà existant est-il suffisant? Comment éviter aux internautes de se laisser happer par les fausses nouvelles et les théories du complot? Aurore Berger, bonsoir. Vous êtes porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Selon vous, il faut légiférer contre les fake news, les fausses nouvelles, comme on dit, les fausses informations, lors des périodes électorales, car elles altèrent, ces fake news, la sincérité du scrutin et risquent donc de déstabiliser la démocratie. À côté de vous, Emmanuel Pierrat, il est possiblement pas du même avis. Il est avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit de la presse. Bonsoir Emmanuel Pierrat. Selon vous, il ne faut pas de nouvelles lois contre les fake news. Vous ne voyez pas l'intérêt de légiférer sur un terrain dangereux et liberticide, car les réponses judiciaires existent déjà. Il n'y a pas de vide juridique. À côté de vous, Marie Pelletier, bonsoir. Vous êtes historienne. Vous êtes l'auteur de L'ère du complotisme, la maladie d'une société fracturée, paru aux éditions des Petits Matins, que voici, selon vous, depuis 15 ans, depuis 15 ans, donc depuis la révolution numérique, en quelque sorte. La désinformation, la propagande créent une menace de confusion politique. On ne luttera néanmoins pas contre les fake news par un discours, une loi, une injonction à une loi en quelque sorte. C'est une erreur politique et du pain béni pour les idéologues du complot. On va démarrer avec une question d'un de nos téléspectateurs, internautes. Oui, question que je vous lis. Pourquoi notre jeunesse est-elle si encline à croire ces théories du complot? Marie Pelletier, c'est ce que relève ce sondage. Effectivement, une grande perméabilité des plus jeunes aux théories du complot. Est-ce que c'est un phénomène récent? Est-ce qu'il est encore aujourd'hui sous-estimé? Qu'il soit sous-estimé, je le pense, et je pense aussi que le focus qu'on met sur la jeune génération est parfois un petit peu exagéré. Oui. C'est-à-dire qu'il concerne tout le monde. Les jeunes sont un public cible, mais il imprègne vraiment la société dans son ensemble. En fait, il faut se rendre compte qu'on sort d'une séquence, là, justement, historique d'une quinzaine d'années. Oui. C'est l'entrée dans le numérique, mais c'est aussi le 11 septembre 2001, ce qui a été vraiment un choc dans l'opinion publique très fort. Et on voit que c'est à partir du 11 septembre 2001 que les théories du complot ont fait leur comeback, en quelque sorte. Et toutes les politiques qui ont suivi le 11 septembre 2001, que ce soit les politiques sécuritaires, que ce soit aussi les politiques d'intervention à l'étranger, on nourrit un climat de défiance. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut appréhender pour comprendre ce phénomène. Emmanuel Pierrat, j'imagine que les acteurs du complotisme, des fake news, de la propagande, de la pensée magique, de toute cette nébuleuse sont très hétérogènes. Il y a des gens qui y croient avec innocence presque, et puis il y a des idéologues, des gens cyniques. Qui sont-ils ? Alors, dans la désinformation, pardon, parce que c'est la fois des désinformation, voilà. On va appeler ça. Pour moi, les fake news, c'est de la désinformation. Après, il peut y avoir du complotisme, de la diffamation, de la rumeur, de la calomnie, tout un tas de choses, de la propagande éventuellement. Mais globalement, c'est de la désinformation. Et c'est vrai que c'est une nébuleuse extrêmement complexe, parce qu'il y a des gens qui retweetent ou qui diffusent de fausses informations, on va dire de bonne foi, juste par absence d'esprit critique,
par volonté de buzzer quelque chose qui leur semble choquant, intéressant. Et puis à l'œuvre, derrière, malheureusement, il y a de véritables ennemis, on va dire, de la démocratie et d'une pensée normale et intelligente et réfléchie, qui, eux, devraient être la cible de nos efforts. Je ne pense pas qu'il faille passer par l'éducation et par la pédagogie pour s'intéresser à ceux qui sont, on va dire, les plus de bonne foi et qui retweetent. Qui sont des victimes, vous les considérez comme des victimes ? Des victimes un peu consentantes. On aime tous un peu les frissons. Voilà, je ne vais pas faire de... vous voulez nous dire que dans la nature humaine, il y a toujours eu un besoin de croire à l'irrationnel, un goût pour le mensonge, aussi, on a une toujours aimé les appétence... trains qui ne partent pas à l'heure plutôt que les trains qui partent à l'heure, vous le savez. Donc c'est une forme d'exagération. Donc voilà, la nature humaine fait partie... Moi, je ne connais pas de vérité. Je connais une vérité judiciaire. Pour le reste, c'est très compliqué. Néanmoins, Aurore Berger, il y a cette rupture avec cette révolution numérique qui fait que tout est viral, tout devient viral et que d'une certaine manière, la surinformation, c'est ce que disait Pierre-André Taguieff, la surinformation entraîne une forme de sous-information, c'est ça ? Oui, je pense qu'on a vécu un peu dans un mythe qui était de nous dire, avec justement la multiplication des sources d'information, on va être mieux informés. Et finalement, la multiplication des sources d'information a fait que les gens finalement se sont concentrés sur les informations qui les confortaient dans leur idée première. Et c'est d'autant plus accentué sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux priorisent dans vos timelines, par exemple, la bulle, les contenus. La clôture informationnelle, comme on dit. Qui vont, a priori, vous convaincre parce que vous avez déjà partagé, liké, apprécié ce type de contenu. Donc finalement, la plus d'informations, ce n'est pas le mieux d'informations. Alors, un chiffre, Marion, chiffre du jour. Alors, le chiffre, c'est 30 000 aujourd'hui, puisque avant le premier tour de l'élection présidentielle française, Facebook a supprimé 30 000 faux comptes susceptibles de manipuler l'opinion. C'est beaucoup, pas beaucoup, insuffisant, suffisant ? Clairement, il n'y a pas une volonté très importante des réseaux sociaux de recruter des gens qui pourraient, à un moment, permettre de modérer les contenus, de retirer les contenus fallacieux. Et il y a plein de sujets. Ça va de la lutte contre la pédopornographie, à la lutte contre la propagande djihadiste, à la lutte contre la haine sur Internet. D'où la justification de la loi. La loi, elle vise quelque chose de très particulier, qui est de dire en campagne électorale ou préélectorale, on a notamment sur les réseaux sociaux des contenus qui sont des contenus sponsorisés. Nous, en tant que... Qu'est-ce que vous entendez par la contenu sponsorisé ? L'achat de publicité. Ouais. Vous pouvez acheter de la publicité sur Facebook, sur Twitter notamment. Vous n'avez pas le droit de le faire en campagne électorale quand vous êtes un candidat ou quand vous êtes un parti politique. Vous n'avez pas le droit. Mais vous, individuellement, vous avez le droit. Et vous avez le droit de sponsoriser des contenus. Et pour quelques milliers d'euros, vous pouvez permettre la propagation claire d'informations qui sont des fausses informations et qui pourraient demain altérer la sincérité d'un scrutin. Et la question, c'est de se dire déjà, qui achète ces contenus ? Qui a un intérêt à acheter des contenus ? Mais en France, on a déjà un délit de fausses nouvelles qui peut sanctionner ça, non ? C'est pas la même chose, parce que là, c'est la question déjà de savoir qui sont les personnes qui achètent ces contenus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une loi qui l'encadre. Parce que ce n'est pas la même chose, pardon, mais je suis désolé, le petit juriste que je suis, qui pratique depuis 25 ans le droit des médias et qui pense que le délit de fausse nouvelle est une invention de 1849, donc c'est pas très récent. Par ailleurs, la diffamation, donc on a un corpus juridique qui permet d'appréhender à peu près tout, y compris la publicité mensongère. Et pour le code électoral, il y a des dispositions spécifiques. Vous êtes élu de la République, vous pensez peut-être, j'espère, vous le savez, mais il y a des dispositions spécifiques pour interdire la diffusion d'informations qui altèrent la sincérité. Sur la question du code électoral, par exemple, sur l'achat d'espaces publicitaires, ça le réglemente quand vous êtes vous-même un parti politique ou un candidat, vous en tant qu'individu. Rien ne vous empêche de le faire. C'est pas le fait d'acheter de la publicité, pardon. C'est le fait d'acheter de la publicité qui diffuse une fausse information. Et la fausse information, si vous la relayez, c'est de la diffamation ou des fausses nouvelles. Et Emmanuel Piras, est-ce que le corpus législatif existant concerne les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr, évidemment, il s'applique sans difficulté. Ça fait 20 ans maintenant qu'on plaide à propos d'Internet. Et évidemment, heureusement que le droit français est suffisamment intelligent, pensé à l'origine, peut-être pas de nos jours, pardon, c'est une petite pique facile, je vous l'accorde, suffisamment bien pensé pour ne pas viser des supports particuliers, mais pour avoir été transposable sans difficulté par les tribunaux à la presse écrite, aux affiches, à la télévision, au cinéma, etc. Mais ça n'est pas en prenant une nouvelle loi que vous réglerez le problème des délais et de l'encombrement de la justice. Pas tous en même temps, le droit européen distingue les hébergeurs des éditeurs, c'est-à-dire les sites éditeurs qui produisent du contenu, et les hébergeurs qui produisent du contenu. Non, les hébergeurs justement. Les éditeurs qui produisent du contenu, les hébergeurs qui ne font que les diffuser. Les hébergeurs deviennent responsables et le savent. Si vous envoyez une mise en demeure d'avocat et que vous leur notifiez, ils savent qu'ils deviennent responsables s'ils continuent à relayer une information. On peut rendre Facebook, Twitter et Google responsables. Alors, Marie Pelletier, selon vous, c'est contre-productif et ça amène même une forme de carburant à ceux qui sont dans cette logique du « eux » et du « nous ». C'est ça ? Expliquez-nous. Mais complètement, parce qu'en fait, cet imaginaire se construit sur la polarisation et le risque qu'on prend... Vous voulez dire l'imaginaire de la désinformation des désinformateurs. Voilà,
Non, pour moi, c'est un imaginaire partagé. En fait, justement, je refuse de voir qu'il y aurait un camp où nous serions du bon côté et puis tous ceux qui s'informeraient de mauvaise manière. Je pense qu'on doit interroger un imaginaire collectif duquel nous sommes tous imprégnés. Et c'est ça qui, depuis 15 ans, en fait, pourrit le débat public et rend ces questions, en fait, extrêmement contre-productives et extrêmement, on va dire, binaires. C'est qu'on a l'impression, de part et d'autre, que le camp d'en face se fourvoie. C'est-à-dire qu'à la fois, le pouvoir pense qu'il faut ramener sur le droit chemin toutes les... La terre est plate ? Non, oui. Non, mais je vous donne des exemples précis. Oui, en français sur 10. Pour abonder... Le Père Noël. Le Père Noël, c'est une fake news. Oui, mais bon, est-ce que ça pose un vrai problème? On part souvent justement sur ces cas-là parce qu'ils sont des cas un petit peu explicites. Mais la défiance, elle est systématisée. Elle est sur toute information qui tombe actuellement. C'est on ne croit plus ce qu'on nous dit. C'est ça que nous dit le complotiste lambda, on va dire. Et je pense qu'effectivement, le risque... Moi, je ne suis pas une juriste, etc., donc je ne vais pas rentrer dans les débats un peu plus techniques. Mais le risque, c'est qu'on ne se pose pas la question du pourquoi. Si on ne se pose pas la question... Pourquoi on ne croit plus? Pourquoi on n'y croit plus? Pourquoi on va chercher... Évidemment qu'il y a de plus en plus de sources d'informations, donc que c'est de plus en plus difficile de s'y retrouver. Je suis d'accord avec ce constat. Mais il y a aussi pourquoi est-ce qu'une certaine narration de rupture qui dit les politiques nous mentent, les médias nous mentent, pourquoi cette narration marche? Les élites nous mentent. Donc le discours anti-élite notamment, il fait mouche aujourd'hui et je crains fortement qu'en renforçant l'arsenal législatif, on renforce ce sentiment-là. Et donc on soit vraiment dans quelque chose qui est... Oui, on nourrit totalement la bête. Ça s'appelle une loi de censure. Hein. Il faut parler, il faut appeler les choses correctement. Pardon. Et si le président de la République avait été cohérent, il aurait présenté ses vœux aux réseaux sociaux plutôt que, Cette loi a été évoquée lors des vœux de la presse. Ça aurait été plus intelligent, d'encourager la presse de qualité à travailler et les réseaux sociaux éventuellement à s'autoréguler. C'est notamment c'est une vision peut-être naïve et qui croit à la pédagogie. Et comment Aurore on Berger. sort de cette histoire de fou, chaque fois qu'on tente de légiférer, chaque fois qu'on essaye de montrer du doigt une nouvelle comme étant fausse, ça renforce le sentiment. Il faut sortir par la pédagogie et par l'éducation. Si vous allez, je ne vous le souhaite pas de le faire, d'aller sur un site révisionniste, vous verrez que les révisionnistes, les négationnistes affichent en une les condamnations de justice qu'ils ont eues à leur rencontre et à côté la biographie d'Albert Londres. Sous-entendu, nous sommes la vérité étant en marche, elle est attaquée systématiquement par le pouvoir et les élites. Donc c'est un très mauvais biais que de vouloir emprunter une nouvelle loi, un nouvel arsenal juridique qui, sincèrement, en France, pays de la liberté d'expression est déjà suffisamment miné. Maître, laissez parler Aurore Berger. La liberté d'expression me laisse la... Oui, s'il vous plaît, accordez-lui. Tout simplement parce que les sujets sont différents, parce que si vous aviez écouté les vœux à la presse du président de la République, je ne doute pas que vous l'ayez fait, vous auriez vu par exemple qu'il y avait tout un objet justement qui était sur le renforcement de l'indépendance des médias et que la question justement des fake news et de l'opportunité d'avoir une proposition de loi, un projet de loi demain ne touche absolument pas à la question de la liberté de la presse. À aucun moment, il n'a été mis en question justement la déontologie des journalistes. Tout simplement parce que ceux qui sont les émetteurs ne sont pas des médias, c'est-à-dire pas des gens qui ont une information de qualité, pas une information vérifiée, et c'est bien ça le problème, et ils sont mis au même niveau. Si une telle loi existe et que l'extrême droite arrive au pouvoir, est-ce qu'on est sûr que de ce que vous décrivez, que cette loi-là ne va pas servir Mais dans ces cas-là, si l'extrême droite, excusez-moi, si l'extrême droite arrive au pouvoir, et moi je fais en sorte, et nous faisons en sorte que ce ne soit pas le cas, justement, si l'extrême droite arrive au pouvoir, dans ces cas-là, la Constitution pourrait se retourner aussi contre le peuple français, et vous pouvez prendre l'exemple de n'importe quelle loi qui pourrait demain être un argument pour l'extrême droite. Donc c'est pas la question qu'il faut se poser, de savoir si l'arsenal juridique et législatif que nous avons pourrait ou non demain bénéficier au pire. La question c'est de savoir si on a un arsenal juridique ou non qui est suffisant et si on se donne les moyens à un moment de lutter contre ce qui pourrait être une atteinte à la démocratie. Alors on y revient dans un instant, mais d'abord l'incarnation paranoïde et totalement frappée de ce conspirationnisme justement s'appelle Thierry Meyssan. Il vit à Damas. Thibault Nolte complote ouvertement contre lui. Regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que les théories conspirationnistes prospèrent en France, le complotiste historique du 11 septembre vit à l'étranger. Alors, faut-il se méfier de Thierry Meyssan? Thierry Meyssan est le complotiste étalon, le théoricien star d'une machination occidentalo-juive globale et machiavélique. Du 11 septembre à l'attentat contre Charlie, tout est bidon. Et pour échapper au sicaire du mensonge, l'extra-lucide s'est planqué en lieu sûr à Damas. Thierry, mais Bachar, là... Thierry. Bon, ok. Johnny Hallyday était juif. Yoni Hallydaïevitch. Et allumer le feu, c'est évidemment
le feu d'un chandelier à 7 branches. Oh. Titi est lui-même invraisemblable. Né dans une famille bordelaise catho-ultra, à 18 ans, il annonce à son père, de retour d'un meeting anti-avortement, que son amie est enceinte. Il aura 2 fils, un mariage qui sera cassé devant la justice religieuse parce que Thierry est gay. Thierry, cette histoire d'homosexualité là, c'est un complot juif. Américain? Alors je ne vois pas qui peut t'en vouloir à ce point. Tu sais ce qu'on leur fait ici aux invertis? Militant homosexuel, devenu bouffeur de curé, prof de yoga, d'histoire géo, étudiant en droit, étudiant à Sciences Po sorti sans diplôme, Thierry fonde le réseau Voltaire, au service des organisations laïques faites de coco, écolos et syndicalistes. Et puis, Voltaire retourne son jabot et crépite d'antisémitisme et de paranoïa. En 2007, persuadé que Sarkozy, agent de la CIA, veut le liquider, Titi se calte en Iran, Libye et depuis 2011, Syrie. Dernier complot reniflé par Voltaire, comment une cellule secrète de Facebook manipule les opinions publiques. À vos mouchoirs. Merci Thibault Nolte pour ce portrait corsé. Emmanuel Pierrat, comment justement, précisément, sans évoquer ce personnage, fait-on pour lutter contre un site qui diffuse de la désinformation et qui est installé à l'étranger, en l'occurrence en Syrie ? On ne s'intéresse pas au site, on s'intéresse aux géants d'Internet qui vont reprendre le site et le rendre accessible sur le territoire français, parce que c'est ça qui nous intéresse. Pardon, hein, on ne va pas s'amuser à courir après tous les dingues réfugiés dans des pays dans lesquels le droit est difficilement applicable. Donc la solution, elle existe, elle a été inventée par une loi Bloch de 2004, si je ne me trompe pas, du nom de Patrick Bloch, qui était à l'époque président de la commission des cultures de l'Assemblée nationale, et elle consiste à rendre responsable, au bout d'un délai très court, on pourrait sans doute l'améliorer, les opérateurs qui laissent l'accès donc, à ces sites. Voilà. Donc plutôt que de couper le message d'origine, il faut s'intéresser aux tuyaux. C'est là qu'on peut éventuellement réguler le problème, si on pense que la régulation par l'interdiction est la meilleure des solutions. Alors, les hommes politiques et la désinformation, Nadia. Sont-ils irréprochables? En tout cas, on entend très régulièrement les hommes politiques dénoncer les théories du complot, se dire eux-mêmes victimes de ces théories-là. Et en même temps, ils s'en font parfois les relais, voire ils en sont à l'origine. On se souvient par exemple qu'en janvier 2015, au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo, Jean-Marie Le Pen avait déclaré à un journal russe, c'était pas un hasard, que l'attaque, je le cite, portait la signature d'une opération des services secrets français. De l'autre côté du spectre, il arrive aussi à Jean-Luc Mélenchon de dire n'importe quoi, des fausses informations, notamment en ce qui concerne la Syrie. C'est ce qu'il avait fait et le Venezuela, et c'est ce qu'il avait fait en décembre dernier sur son blog, où il avait écrit cette phrase-là: les États-Unis ont soutenu Daesh en Syrie. Il balaye aussi régulièrement des conclusions de l'ONU sur des bombardements. Sur un autre registre, José Bové avait préfacé et cautionné un livre assez connu qui s'appelle, je me rappelle plus du titre, pardon, mais l'auteur s'appelle William Engdahl. C'est un auteur américain complotiste notoire qui lui affirme que la famille Rockefeller se sert des OGM pour dépeupler la planète et être les seuls sur Terre. Et puis on se souvient, c'est un peu moins farfelu et plus récent, de la stratégie complotiste de François Fillon pendant la campagne, qui parlait de cabinet noir, qui parlait d'acharnement, qui avait accusé à tort la presse française d'avoir annoncé le suicide de sa femme à la télévision. Marie Pelletier, pour bien qu'on comprenne le rôle de la parole politique sur ces idées-là, est-ce qu'ils s'en font simplement l'écho parce que c'est porteur, ou est-ce qu'il y a une sensibilité dans le monde politique français pour le complot, le mensonge? Et après, Aurore Berger. Oui, pardon. Et Aurore Berger. Oui, mais en tout cas, je pense qu'en fait, on est au terme de tout un processus où, depuis plusieurs années, comme j'évoquais tout à l'heure, il y a des acteurs politiques qui ne sont pas au pouvoir et qui utilisent le complotisme comme arme pour contrer le pouvoir, mais qui sont en train progressivement de eux-mêmes accéder à ce pouvoir. On l'a vu avec Trump aux USA, c'était très frappant. C'était le discours anti-système qui prenait la tête du système. Et on voit exactement le même genre, effectivement, de phénomène en France, sans vouloir être, je le dis vraiment pas par goût de la provocation, mais on pouvait retrouver chez tous les candidats, pratiquement, puisque moi je me suis un petit peu amusée à l'analyser, des accents complotistes. Non pas que tous les candidats aient sorti des théories du complot, bien sûr, c'est bien plus Emmanuel Macron dans le... Bien sûr. Il va faire plaisir à Robert. Non, mais... J'aimerais bien savoir sur quel sujet. Sur l'antisystème. Presque tous ont utilisé cet imaginaire. Et donc, sur la presse. Et sur la presse notamment aussi. Alors évidemment, il y a des degrés différents. Pour moi, chez François Fillon et Mélenchon, c'était beaucoup plus marqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement ce qui se présentait comme une arme on va dire, contre le pouvoir, est devenu une arme pour le pouvoir aussi. Aurore Berger, vous comprenez néanmoins qu'on s'interroge à l'idée qu'un juge puisse statuer sur la nature d'une information, donc sur la vérité
Mais ce n'est pas l'objet, encore une fois, de ce que sera ce projet de loi. Alors quel est l'objet L'objet, qui statuera? Que je vous ai dit, peut-être que je n'ai pas été claire, mais l'objet de ce projet de loi, c'est tout simplement, encore une fois, qu'en période électorale ou préélectorale, on n'est pas tout d'un coup une puissance étrangère, une organisation terroriste, par exemple, parce que ça pourrait être le cas, qui tout d'un coup achète massivement de l'espace publicitaire sur les réseaux sociaux pour diffuser des informations dont elle sait qu'elles sont erronées, qu'elles sont fausses, et qui veut que, je finis, et qui veut que ces informations visent demain à altérer la sincérité du scrutin. Je vous donne un exemple qui est connu en France. Najat Vallaud-Belkacem a fait l'objet d'une campagne détestable où on disait qu'elle s'appelait Claudine Dupont. Demain, Najat Vallaud-Belkacem est candidate, je ne sais rien, à une élection interne présidentielle. Et à nouveau, cette information circule. Et elle est circulée massivement. Et en plus, on achète de la publicité pour la faire savoir, pour la faire circuler. On sait que l'information est fausse. Il est facilement prouvable et démontrable que cette information est fausse. On peut imaginer que ce soit encore une fois une puissance étrangère, une organisation terroriste, etc., qui ait intérêt à le démontrer. On fait quoi? On laisse diffuser cette fausse information ou justement on met en œuvre un nouveau référé auprès du juge qui permette en 48 heures au juge de statuer et de faire cesser la propagation de cette information. Pardonnez-moi, mais est-ce que ce n'est pas très gênant que ce soit le président de la République, le chef de l'État, qui demande à légiférer sur ce qui est vrai et ce qui est faux? Parce que chacun a sa conception du vrai et du faux. Trump a montré qu'il avait une conception des fake news. Marine Le Pen a une conception des fake news. Et qui est ce juge? D'où sort-il? D'où va-t-il? Un référé, en plus, ça va. Les fake news se diffusent extrêmement rapidement. Vous allez regarder l'affaire Cahuzac, combien de mois il a fallu pour révéler qu'il était réellement coupable. Donc vous allez dire que c'est une fake news, que ce n'est pas une fake news. Il faut combien de temps pour arrêter un site? Ça me paraît totalement utopique dans l'application. Moi, j'estime que la responsabilité du chef de l'État, c'est de garantir le pluralisme et de garantir à un moment qu'il y a une sincérité du scrutin. Qu'est-ce qu'on dirait s'il laissait organiser ça, s'il laissait faire cette diffusion, si on était juste passif, si l'État était passif par rapport à ça, et si demain, on avait une déstabilisation de campagne présidentielle? Et quid de l'éducation, alors? En amont, bien en amont. La pensée critique, la pensée méthodique, inculquée à l'école. Non, mais on a toute une éducation, mais si vous voyez que les gens assez jeunes sont, semble-t-il, poreux et réceptifs, est-ce que c'est pas là que ça se passe? J'ai pas l'impression que mes enfants qui vont dans une école de la République, que j'aime beaucoup par ailleurs, et dans le service public, reçoivent une éducation aux médias et à la critique. Et d'ailleurs, leurs enseignants, ne sont pas équipés suffisamment pour pouvoir avoir ce discours. Là, ça se joue. Et permettre l'analyse de ce qu'est une fausse rumeur, un mensonge, etc., une calomnie. Et puis par ailleurs, sincèrement, donc il faut miser sur l'éducation et puis miser peut-être sur les moyens de la justice. Moi, j'adore les inventions de nouvelles lois, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt que le juge ait les moyens de se prononcer. Par ailleurs, il est effectivement, vous avez très raison, très dangereux de penser que le juge en 48 heures peut s'ériger en juge de la vérité. Voilà, c'est quelque chose qui est très problématique, qui nous pose de vraies difficultés et qui, on le vérifie à très court terme, se retrouve est véritablement à un point de vue totalement erroné. Donc moi, je trouve j'ai à la fois confiance dans la justice et les juges sont les premiers à pouvoir dire, et on le voit très bien, je ne suis pas compétent intellectuellement pour juger de la vérité dans un débat rapide. La justice, elle doit être sereine. Il existe des moyens de faire des référés déjà. Ils sont dans des cas très précis. Ils fonctionnent en cas de fausse nouvelle et en cas de diffamation. Vous avez réinventé l'eau tiède ou la roue. Et ça, là, me dérange. Emmanuel Pierre, vous êtes taquin, mais attention. Marie Pelletier, vous vouliez rajouter quelque chose? Pas dans cette même dynamique. Je voulais simplement rajouter, par rapport à ce que vous disiez sur la question de l'éducation, qu'il y a la question évidemment de la formation à l'esprit critique. Moi, personnellement, je suis prof d'histoire, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Mais c'est aussi la question de la sensibilisation au discours de haine. Je pense qu'on oublie beaucoup trop la composante de racisme, d'antisémitisme, de négationnisme. Et que c'est ça un des problèmes de fond que nous adresse ce phénomène et l'enjeu qui est à affronter. Et donc ce n'est pas seulement, encore une fois, c'est une illusion de penser que c'est par la technique qu'on va contrer de tel type de croyances ou de tel. Donc si ce n'est par l'amour, par quoi? Par l'éducation? Par l'éducation, mais aussi par, j'ai envie de dire, une nouvelle exigence éthique. Il y a vraiment, et c'est très frappant chez les jeunes, comme il y a plus de balises à ce niveau-là. Tout le discours antiraciste, antifasciste qui avait structuré le débat public après la Deuxième Guerre mondiale est en train de se diliter. Et ça, je pense que vraiment, on doit en avoir conscience. C'est le mot de la fin aujourd'hui pour ce débat. Merci à tous les trois. Dans un instant, l'opposition face au dictateur réélu